Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Haussymètre, c'est l'heure du foot, nous sommes mardi sur Noix avec ce soir nos deux spécialistes, Christophe Hutto, un fidèle de cette émission, toujours dans le 11 de départ, agent de joueurs et notamment du Landais, Gaëtan Laborde. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Et puis il y a un petit nouveau à vos côtés, François Grenet, que nous sommes enchantés d'accueillir, ancien joueur du Girondins de Bordeaux, en finale de la Coupe UEFA, c'était il y a 25 ans François. Bonsoir, merci. Bonsoir Nicolas. D'être présent ce soir. Vous êtes réunis tous les deux parce que nous allons consacrer cette émission aux Girondins de Bordeaux, un club en crise sportive et économique et qui va jouer un match compliqué dimanche face à Strasbourg. Voici les questions auxquelles vous allez répondre. Bordeaux est-il devenu un club de deuxième zone? C'est la première. Entraîneur à Bordeaux, est-ce que c'est toujours l'éternel recommencement en termes de résultats, de mauvais résultats? Le propriétaire du club King Street, top ou flop? Et puis cette dernière question, et maintenant, quel avenir à court terme pour ce club? On va commencer par cette question. Donc Bordeaux, 13e après deux places de 12 et 14 les saisons précédentes. Est-il devenu un club de deuxième zone? François Grenet, je sais que la question peut vous faire mal, vous qui avez longtemps joué à Bordeaux, qui avez été formé ici. Oui, je jouais à une époque où c'était pas pareil, mais on n'est pas là pour parler du passé, même si c'est quand même important, on y reviendra sûrement, à travers les questions que vous avez évoquées, de s'appuyer dessus quand même. Malheureusement, oui. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder les résultats sportifs pour savoir si on occupe les premiers rôles ou pas. Et ce n'est pas le cas depuis pas mal de saisons, malheureusement. Donc oui, malheureusement, au niveau des résultats, Bordeaux est devenu un club de seconde zone. Par contre, je m'accroche à dire, et je suis convaincu qu'en termes d'image, c'est là le décalage et c'est ce qui nous fait tous souffrir, je crois. Ce n'est pas un club et ça ne sera jamais un club de seconde zone. Bordeaux, aucune place dans le top 5, ou en tout cas une seule fois depuis le dernier titre de champion en 2009. Le constat, il est accablant quand même. Christophe Hutto. Il n'est pas joli. Il n'est pas joli. Malgré tout, je rejoins François. C'est un club qui reste dans l'imaginaire. Un club... Bordeaux, c'est Bordeaux. Bordeaux, c'est pas... alors, je ne vais pas donner de nom d'autres clubs, sinon on va encore s'attirer les foudres, mais c'est pas un club moyen de Ligue 1. L'image de Bordeaux, c'est prestigieux, notamment à l'étranger. C'est un peu moins vrai, effectivement, en France, compte tenu des résultats ces dernières années. Mais après, d'un point de vue purement mathématique, statistique, effectivement, celui qui prétendrait le contraire passerait pour un farfelu. Et vous savez que j'ai mes maximes landaises. Oui, c'est vrai. Je vous en sortirai une tout à l'heure. François Grenet, Bordeaux est-il en danger cette saison-là? 13e avec 7 points d'avance sur le 18e. Vous aviez connu une saison compliquée, c'était en 1995-96. Oui. Mais vous étiez en finale de la Coupe d'Europe, hein, ça contrebalançait largement le championnat. Est-ce que Bordeaux peut s'inquiéter là, dans les matchs qui arrivent? Strasbourg à la maison, déplacement à Saint-Etienne. Tant que mathématiquement vous n'êtes pas tranquille, il y a de quoi s'inquiéter. Après, il y a le calendrier, oui. Même si bon, le papier, c'est le papier, le terrain, c'est la vérité indiscutable, on va dire, même si c'est un pléonasme. Voilà, donc tant qu'on n'est pas à l'abri mathématiquement, oui, on sera en danger, d'autant plus que, voilà, il y a des clubs qui sont dans notre situation, qui ont, eux, l'habitude de ces joutes-là, de gérer ce stress-là de fin de saison, à jouer en maintien. Nous, même si on l'a vu, on ne sait plus ce que c'était, on a réussi quand même à avoir des saisons de ventre mou, malheureusement, mais où le maintien était quand même serein. Là, j'espère que ça va rester le cas, qu'on va faire le max là, dans les matchs qui arrivent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après dans ces moments-là. Ça passe par les joueurs ou pas? On va parler des entraîneurs après, mais est-ce que ça passe aussi par les joueurs en termes de comportement? Évidemment, c'est les joueurs toujours qui sont sur le terrain. Il ne faut pas l'oublier, il y a un manager, il y a un entraîneur, bon, on les appelle souvent maintenant les managers et pas qu'à l'étranger. C'est lui qui façonne son groupe, qui garant d'un certain état d'esprit, d'un style de jeu, c'est clair. Mais sur le terrain, on peut avoir mis de tels schémas tactiques en place, connaître l'adversaire, avoir fait toute la vidéo qu'on veut. Si on ne met pas, qui plus est dans cette situation compliquée, si on ne met pas un minimum de fondamentaux, si on les bégait, pour reprendre les termes rugbystiques, quand on est sur le terrain, je parle évidemment de solidarité, de combativité, voilà, on va au-devant, oui, de déconvenues et de mauvaises surprises. Donc oui, il faut en prendre conscience parce que si on n'en prend pas conscience, si les joueurs qui sont les acteurs n'en ont pas conscience, ils peuvent faire les séances d'entraînement qu'ils veulent, avoir le schéma tactique qu'ils veulent, tout est bordé. Si sur le terrain, il n'y a pas un minimum dans l'investissement, dans l'engagement que nécessite cette position et un peu d'amour-propre,
oui, ça peut être compliqué. Et la deuxième grande question de cette émission consacrée au Girondins de Bordeaux est celle qui concerne justement l'entraîneur. Depuis Francis Gillot, qui est parti en 2014 sur une place de 5e et le dernier trophée de Coupe de France, Bordeaux ne fait quasiment rien. Il y a eu des qualifications européennes via les 6e places, mais depuis c'est rien ou presque. Christophe Hutto, Sagnol, Gourvenec, Poyet, Ricardo, Gasset, même combat, c'est moyen. Pourquoi ? Non, on ne peut pas dire que l'ensemble des noms que vous venez de citer ont fait un travail moyen. Ils ont fait surtout en fonction des effectifs qu'ils avaient à leur disposition. Jean-Louis Gasset, j'ai envie de dire, et j'ai envie de prendre sa défense, c'est à la fin de saison que l'on dira si ça a été moyen ou pas. Souvenez-vous, en début de championnat, nous étions les premiers, et ça nous a valu quelques railleries, à dire que Bordeaux, dans le meilleur des cas, ça allait finir 8-10, dans le meilleur des cas, 14-16. On est dedans. Dans le pire. 14, oui. Ça se joue à 1 ou 2 points. C'est ventre mou ou très mou. C'est ventre très très mou, je l'accorde. Mais franchement, non, je pense que Jean-Louis Gasset, on ne peut pas encore le mettre dans cette catégorie d'entraîneurs qui ont eu des résultats moyens pour l'instant. Parce que Jean-Louis Gasset, contrairement à certains de ses prédécesseurs, n'a pas l'effectif qu'eux ont eu. Donc, il convient aussi de le préciser. Alors, François Grenet, je vais poser juste la question autrement. Pourquoi il y a autant d'instabilité technique aux entraîneurs à Bordeaux ? Aucun entraîneur n'a fait 2 saisons depuis Francis Gillot complète. Je n'ai pas en mémoire les raisons des départs des uns et des autres. Alors, c'est souvent pour un manque de performance, ou c'est clair. Après, comme l'a dit très justement Christophe, il faudrait reprendre chaque entraîneur, les moyens qu'avait le club ou qu'il a investi dans la période de recrutement avec ses entraîneurs. Et peut-être que ça changerait la donne. Moi aussi, je veux prendre la défense de Jean-Louis Gasset. Pourquoi ? Parce que, à part le coup de Ben Arfa, qui, à mon sens, devait se faire, il faut arrêter, c'est un joueur, il y en a tellement peu aujourd'hui, il n'y a plus de personnes dans les stades, mais voilà, on va brancher sa tête parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose. Et c'est une opportunité. Là aussi, même à ce sujet-là, c'est pas fini. Il va peut-être être là dans le Money Time et on va être content de l'avoir eu parce que c'est lui qui va nous sauver, parce qu'il est capable de gagner les matchs à lui tout seul. Mais pour en revenir à Jean-Louis Gasset, il a un peu subi quand même son effectif. Mais là, ce qui m'inquiète, pour moi, quand Jean-Louis Gasset a signé, c'est le profil idéal par rapport à l'état d'esprit qu'avait le flottement dans le club et l'effectif, avec un mix de jeunes tout jeunes, de gars expérimentés avec un bon état d'esprit. Et je me dis, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je me dis, si lui, Jean-Louis, n'y arrive pas, entre guillemets, et on va pas. Actuellement, c'est un peu, ça coince un peu. Je me dis, voilà, mais là, c'est dangereux, vraiment. Si c'est pas lui, qui alors, dans l'absolu ? Ouais. Si lui n'y arrive pas. Je pense, pour moi. C'est votre idée. Ouais. Si lui n'y arrive pas. Après, pour revenir aux autres entraîneurs, il y a eu du bon, du moins bon dans les uns et les autres. Voilà, celui qui a eu sûrement le plus de moyens, qui s'en est le moins bien sorti, c'est Willy Sagnol, et il n'a vraiment pas fait que du bien. Mais c'est comme ça, s'il ne faut pas rader derrière. Après, les autres aussi, bon, Paulo Sousa, moi, ça m'a, mais ça m'a. Voilà, son comportement m'a fortement déplu. Les masques finissent toujours par tomber, on dit souvent. Son comportement à la fin témoigne bien de l'état d'esprit qu'il a eu au final et un peu de l'ambiance qu'il a pu laisser au club aussi au niveau sportif. Mais ça allait passer en tout cas. Il est dit, François Grenet. Confiance à Jean-Louis Gasset pour redresser le club à court terme, évidemment, en tout cas pour maintenir l'équipe en Ligue 1. Et s'il reste, on va dire s'il reste, qui est loin d'être gagné, pour redresser l'équipe la saison prochaine, Christophe Hutto ? Tout va dépendre des moyens dont il va disposer et des joueurs qui va composer son effectif. C'est aussi simple que ça. Maintenant, sans trahir un secret, je rencontre régulièrement Alain Roche dans l'optique de la saison prochaine. Bon, ne nous racontons pas d'histoire. L'année prochaine, le budget des Girondins de Bordeaux sera à la baisse et de façon relativement spectaculaire. Et il va falloir, parce que vous avez une dizaine de joueurs en fin de contrat, vous avez 2-3 joueurs dont Bordeaux aimerait bien se séparer. Donc vous avez tout un groupe à reconstruire. Et les jeunes, même s'il y a du potentiel, y compris les joueurs dont je gère les intérêts, pour être très objectif, ils ne sont pas prêts. Il va leur falloir une année et demie avant d'arriver à maturité. Donc,
Oui, pour l'année prochaine, est-ce que Jean-Louis, et pour répondre à votre question, est-ce qu'il sera l'homme de la situation? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Alors ça dépendra des moyens, vous l'avez dit tous les deux. Justement, c'est la troisième question que je souhaite vous poser sur le propriétaire américain des Girondins. On ne va pas refaire ici l'historique, on sait pourquoi King Street aujourd'hui est seul aux commandes. A mis beaucoup d'argent l'année 2020 pour éviter la catastrophe financière en Girondins, 30 millions l'été dernier, 25 en décembre. Le capital social du club vient d'ailleurs d'augmenter en ce début de semaine de 40 millions, ce qui devrait éviter les foudres de la DNCG au printemps. King Street, flop ou top comme propriétaire? Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre. J'ai envie de dire flop parce qu'ils se sont fait berner et ils se sont laissés berner par GAPC et Dagrosa et son orchestre. Parce que, force est de constater que je ne serais pas surpris si dans un temps plus ou moins proche, on apprenne aussi d'autres choses sur la gestion, sur des transferts. Sur des transferts, bien évidemment. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, par rapport à cette association avec GAPC, bien sûr que c'est un flop. Maintenant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un top, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, King Street à respecter ses engagements, puisqu'ils viennent de recapitaliser le club à hauteur de 40 millions d'euros. Et alors, je sais que pour le commun des mortels, 20 millions c'est rien, 40 millions c'est rien, mais restons sérieux, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, je dis que, il faut au moins leur rendre grâce à ce niveau-là. François ? Oui, je suis d'accord complètement avec Christophe. Je tenais le même discours à une autre époque, qui était la plus récente avant King Street, qui est celle de M6. J'entendais souvent, j'avais déjà décroché, mais j'entendais souvent les gens qui se plaignaient de manque d'ambition, de moyens. Mais l'évolution économique du football était déjà quelque peu entamée pour des clubs, malheureusement, comme Bordeaux, avec l'arrivée du Qatar, de Paris, l'aboutissement, la confirmation du gros club très bien structuré qu'est l'Olympique Lyonnais notamment. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bien, par les temps qui courent, c'est même heureux d'avoir des propriétaires qui, à défaut d'investir dans la nouvelle équipe, comblent les trous énormes que peuvent connaître les clubs. Mais je pense qu'il y a d'autres clubs dans la situation de Bordeaux qui aimeraient bien les avoir parce qu'ils doivent avoir peut-être un peu l'épaule un peu différent, on va dire, on va rester poli, que Bordeaux. Voilà, après, je rejoins aussi Christophe sur la gestion dramatique. Je ne parle, moi, à ce niveau-là, que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, je ne suis pas dans le milieu, mais je constate sportivement la gestion dramatique du ACP au niveau sportif. Et pas que au niveau professionnel. Y compris la formation. Ouais. Exactement. Voilà, il se trouve qu'on en est là, qu'il faut faire avec. Donc, Alain, vous avez du boulot, bon courage. Mais tous les gens qui veulent aider le club seront prêts, sont à disposition. Voilà, mais voilà, donc c'est pas ni l'un ni l'autre. Voilà, je crois que Christophe a raison, c'est un flop parce qu'on n'est pas bien. Mais bon, c'est top parce qu'au moins ils assument leurs engagements et qu'ils comblent les déficits. Voilà, pour le reste, après les relations, etc. On va peut-être en parler. Il y a le fond et la forme. Sur le fond, disons qu'on ne se plaint pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la dernière question que je vous pose, messieurs, ce mardi soir. Comment redresser Bordeaux? Alors, est-ce que ça passe par des réunions de concertation ou siéger, entre guillemets, François Grenier à la mairie de Bordeaux, avec le maire Pierre Urmic, avec Alain Giresse, avec les délégations des Ultras, avec des dirigeants des Girondins, sans Frédéric Longuepé? Est-ce que ça passe par cette implication générale, même si on sait que ça a forcément peu de résultats dans la bonne marche du club, en tout cas économique? Est-ce que ça passe par ça aussi, une implication du problème bordelais, en tout cas de toutes les parties bordelaises? Toutes les personnes qui aiment le club doivent se sentir concernées, ça c'est la première des choses. Après, c'est pas... Je pense qu'à un moment donné, il faut se retrouver autour d'un discours aussi qui doit faire consensus et il faut que tout le monde tire dans le même sens. C'est le but de ces réunions, c'est pas pour sauver le club, personne n'a la prétention de ça. C'est avant tout, et il ne faut pas avoir peur de le dire non plus, aussi une façon d'organiser ces réunions, de renouer le dialogue entre les supporters qui, à juste titre, se sentent bafoués, se sentent quelque peu exclus. Je vais parler du fond, donc je vais parler de la forme, par certaines attitudes de différentes personnes, j'aime pas qu'on stigmatise les personnes, mais par certaines attitudes des nouveaux venus, et la mairie, parce que la mairie s'est engagée, peut-être un peu trop, dans une période particulière. C'était pendant les élections, la campagne municipale. Ne peut pas assumer sur quoi elle s'est engagée.
Donc le but, c'est surtout de renouer le dialogue, de retrouver un peu d'apaisement autour du club. Et donc ça se passe à la mairie, avec les supporters, avec des représentants d'anciens, dont Alain Giresse est la figure de proue, bien évidemment, dont Lilian Lassande aussi fait partie. Avec vous, oui. Voilà, il y a 2 partenaires aussi du club. C'est important que les partenaires soient aussi au courant. Ils sont fidèles, ils sont là dans une période qui n'est pas facile, au courant de ça. Voilà, donc on essaie de renouer le dialogue, de faire en sorte que tout le monde pousse derrière, parce que c'est un club qu'on aime avant tout, et que voilà, c'est l'intérêt de personne, que le climat soit aussi négatif, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut réserver. Donc tirons dans le même sens, et même s'il y a des dissensions, c'est toujours le principe d'une négociation, c'est pas à Christophe que je vais dire ça. Il faut faire parfois quelques concessions, on demande de temps, donc il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. En ce sens, c'est bien qu'on ait commencé à tous se retrouver autour de la table. Après, il n'y a pas de miracle, personne n'est sur le terrain, personne autour de la table à part certains ne sont dans vraiment les arcanes du club. Donc il faut... mais on l'aime, c'est le point commun, et ça c'est important, il faut en vouloir du bien. Prise de conscience générale, on vient de l'entendre avec François Grenet, prise de conscience sentimentale aussi pour ce club Girondin de Bordeaux. Christophe Hutto, ça ne suffira évidemment pas. Ma question, je vous la repose, comment Bordeaux peut se redresser ? Et en finir avec ce ventre mou de la Ligue 1. Je crois, et François vient de l'aborder en filigrane, mais la sérénité. Laissons Alain Roche travailler. Alain, c'est le nouveau patron du sportif. Et il incarne beaucoup de choses pour le club aussi, quand même. Il incarne également beaucoup de choses pour le club. C'est quelqu'un de droit. Il n'y aura jamais d'histoire de sous-entendu, de rétrocommission ou quoi que ce soit avec Alain. C'est quelqu'un qui aime le club et qui le démontre au quotidien. Non, donc, on ne répondrait pas à la question. Est-ce que ça a pu arriver dans une période récente ? Parle d'eux-mêmes. Allez, nous verrons. On verra. Nous verrons. En tout cas, il y a des choses très particulières et très énigmatiques, très interrogatifs. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, laissons Alain Roche travailler dans la sérénité. Pour qu'il puisse reconstruire quelque chose. Parce que là, aujourd'hui, il faut sauver l'essentiel, que le club se maintienne en L1 et reconstruire. Vous ne pouvez pas repartir dans les mêmes conditions, dans la même atmosphère. Il faut que également les supporters trouvent un terrain d'entente, ou que le club trouve un terrain d'entente avec les supporters, parce que vous ne pouvez pas imaginer un retour du public dans le nouveau stade, dans ces conditions-là. Parce que, franchement, et tout à l'heure, on discutait dans la coulisse avec François, et François disait quelque chose, moi, qui m'a plu, mais ça ne m'étonne pas, de François. Il me dit, tu as une équipe moyenne, même à Bordeaux, c'est pas grave. Si c'est des gens du coin, si c'est des gens qui ont la fibre, les supporters seront toujours derrière. Par contre, les supporters ne seront pas là, et ils auront raison de ne pas l'être, si vous avez des mercenaires ou des joueurs qui ne donnent pas tout. Et ça, il faut privilégier le qualitatif. Ouais, mais il n'y a pas y avoir le choix, en plus, tu l'as dit, Christophe, avec les limites économiques, les moyens du club, que de s'appuyer sur la formation. C'est clair. Alors autant, par rapport à la formation, effectivement, on aimerait tous ici qui aimons le club, qui est le club emblématique de la région, il n'y en a pas 36, contrairement à d'autres régions, que dans les jeunes qui commencent à... Et il y en a, tant mieux, pourvu que ça dure et qu'il y en ait encore plein, des footballeurs de qualité issus de la région. Parce que l'identité, contrairement à ce que pensent d'autres et certains, à Bordeaux, elle est très importante. Christophe Hutto, vous voulez rajouter un mot à ce que vient de dire François Grenet ? Allez-y, vous avez une minute. Une petite lueur d'espoir. C'est quand même l'excellent travail des féminines, des Girondins de Bordeaux, qui, en gagnant ce week-end à l'extérieur, ont quasiment assuré leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est première pour le club. C'est magnifique ce qui est fait. Évidemment. Parce que les moyens de Bordeaux ne sont pas comparables à ceux de Lyon ou du PSG. Et ils sont là, juste derrière. Donc ça veut dire qu'ils performent. Et puis, par la même occasion, et Dieu sait si je n'ai pas toujours été très agréable avec Ulrich Ramé sur ce plateau, il faut reconnaître le travail qu'il a fait, le remarquable travail qu'il a fait avec les féminines. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. François Grenet, ancien joueur des Girondins de Bordeaux. On rappelle, vous étiez finaliste de cette Coupe UEFA lors de cette fameuse épopée. Arrêtez de dire que j'étais finaliste, j'ai gagné aussi en 99, parce qu'on ne fait que dire qu'on... 95, 96, mais c'est vrai.
Il faut le dire, vous faites bien de le rajouter. Finaliste, j'en ai perdu suffisamment de finales. J'ai gagné Et quand vous même avez le été titre. champion de France, François Grenier, voilà. bien évidemment, en 1999, personne n'a oublié. Dans le cœur des supporters bordelais, François Grenier, merci d'être venu sur ce plateau plaisir. ce mardi soir. Christophe Hutto, merci encore de nous avoir expliqué toutes les coulisses des Girondins de Bordeaux, entre autres. Et Bordeaux-Strasbourg, c'est ce dimanche en Ligue 1 à 15h. Bordeaux qui tentera de sauver sa place en Ligue 1. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Belle soirée. Ciao, ciao.